Bien. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de... Pour cette séance, on va parler de l'héritage et le polymorphisme dans la programmation orientée objet à l'aide d'un langage. Et nous, on a choisi C#. Parce qu'on nous demande de faire, on nous demande de créer un mini-CRM. Dans ce mini-CRM, qu'est-ce qu'on me demande de faire? De créer une classe abstraite qui s'appelle, bon, on va mettre CLS client. CLS client qui servira de classe parent, ça veut dire que c'est la classe mère pour les différents types de clients, particuliers et entreprises. Le principe de l'orienté objet, le principe de l'héritage, c'est le fait, lorsque vous avez un ensemble de classes qui ont des attributs communs ou des méthodes communes, on regroupe l'ensemble de ces attributs-là et de ces méthodes-là dans une classe mère. Et la classe, c'est ce qu'on appelle le principe de la généralisation-spécialisation. La généralisation, elle va de la classe fille vers la classe mère. La spécialisation, elle va de la classe mère vers la classe fille. Ou là, ce qu'on appelle les classes dérivées. Alors moi, j'ai un ensemble d'informations communes sur un client. Par exemple, son identifiant, son nom, son téléphone et son email. Par contre, j'ai deux types de clients. Les clients de type entreprise, qui a des informations de plus, mais spéciales à l'entreprise, et le client particulier qui a d'autres informations comme le prénom par exemple, l'âge de naissance, la date de naissance ou peut-être l'âge, le genre, féminin, masculin. Ces informations-là ne concernent pas une entreprise, mais concernent spécialement un client particulier. Alors comment on pourrait gérer ça? On le gère en créant une classe mère qui s'appellerait CLS client, qui est dans deux classes, qui est le type entreprise et le type employé. Ça veut dire que je vais créer une classe client et je vais créer deux classes, la classe entreprise et la classe employé. Et dans chacune, je vais lui dire qu'ils doivent hériter de cette classe-là, qui est la classe client, et je vais lui ajouter les attributs à chacune de ces classes-là, les attributs spéciaux propres à ces deux classes et les méthodes correspondantes. Est-ce qu'on a compris le principe de l'orienté objet, de l'héritage dans l'orienté objet? Après, j'aurai une classe CRM qui contiendra une liste de clients. On verra ce qu'on va faire par rapport à ça. 1. La syntaxe pour créer une classe abstraite. Je vais aller là et je vais aller sur mon projet et je vais ajouter une classe. Je fais ajouter et je fais classe. Je l'appellerai, j'ai déjà une classe client, je vais l'appeler CLS client. Il me crée automatiquement, avec tous les espaces de nom et tout, il me crée automatiquement une classe normale qui est supposée, si on n'indique pas qu'elle est publique, elle est par défaut publique. Alors je vais lui dire ici public, abstract, classe CLS client. J'ai créé une classe publique et abstraite. Après, puisque j'ai des attributs communs aux deux classes entreprise et particulier, ça veut dire que ces attributs-là, soit je vais les utiliser par des méthodes de la classe elle-même, dans ce cas, je les déclare privés, et j'accède à ces accesseurs-là, à ces attributs-là, via des setters et des getters, ou via des constructeurs, qui est le constructeur par défaut et le constructeur d'initialisation que nous offre
d'habitude n'importe quel langage de programmation. Le getter et le setter aussi, vous les retrouverez dans n'importe quel langage de programmation. Prêt? Je vais créer par exemple un ID. Ça c'est pour le privé. Dans un premier temps, je vais l'écrire privé pour voir l'impact. Je fais private, string, ID par exemple. Je fais un deuxième, private. Je vais corriger tout ça. C'est juste pour que vous voyez quelle est la différence entre un attribut public, un attribut privé et un attribut protégé. Alors, un attribut public, il est visible par n'importe quelle classe ou n'importe quel programme. Un attribut privé, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de la classe où il réside. Un attribut protected ou protégé, il ne peut être utilisé que par les méthodes de la classe elle-même et les méthodes de la classe qui héritent de cette classe-là, les classes dérivées de cette classe-là. Pour le moment, je les mets privés. String, par exemple, nom. Je fais un private string adresse. Je fais un private string téléphone et je fais un private string email. Alors il y a une petite norme qui dit que tous les attributs, c'est pas une règle, mais c'est une convention qui dit que tous les attributs d'une classe, il est préférable qu'ils soient en minuscules et leurs accesseurs, leurs getters et leurs setters, ils démarrent avec la première lettre en majuscule. Mais ça vous engage en rien. C'est une façon de faire, convention sur laquelle les gens se sont mis d'accord. Très bien. Maintenant, si je déclare mes attributs privés, je ne peux plus les utiliser en dehors de ma classe. Soit je décide que je vais créer des accesseurs avec lesquels je peux les alimenter, soit je crée un constructeur avec lequel je veux l'alimenter aussi. D'un autre côté, moi je veux autre chose. Je veux que lorsque j'enregistre ma classe, lorsque j'instancie mon objet et lorsque je l'ajoute au niveau d'une liste, par exemple, je veux garder la date de la première fois où je l'ai mis dans la liste, où je l'ai enregistré. Je vais la mettre dans une méthode ajoutée. Cette date-là, elle ne doit pas être modifiée. Elle ne doit être alimentée. Et elle doit avoir une valeur qu'au moment de la création. Et lorsque je vais instancier mon objet, il ne faut pas qu'il soit initialisé. Alors je vais déclarer private, d'accord, datetime, date création. Mais si je la fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la perdre ou l'initialiser au moment de l'instanciation de l'objet. Je vais la mettre statique. Alors, vous savez ce que c'est que statique? Statique. Je fais private statique, datetime, date création. Je fais un C en majuscule, comme ça j'aurai une visibilité meilleure. Création. Alors automatiquement ici, quand je fais private statique, lorsque j'instancie cet objet, la valeur de la date création ne sera pas remise à 0 ou autre, ne sera pas initialisée.
Je vais créer une deuxième date. Je reste toujours dans le privat. Date, time. Date, dernière modification. Ça n'a rien à voir avec date, time. Ça n'a rien à voir avec ni l'encapsulation, ni l'héritage, ni rien du tout. C'est une idée qu'on va garder la trace de la première insertion et on va garder la trace de la dernière modification, la dernière instantiation qu'on a fait à cet objet-là. D'accord. Alors ces attributs privés, je ne peux pas les utiliser, même si je crée des classes qui héritent de la classe CLS client, je ne peux pas les utiliser dans les méthodes des classes filles. Pour que je puisse les utiliser, il est possible que je crée une entreprise, il me faut l'ID, le nom, l'adresse, l'email et le téléphone. Il me le faut. Si la méthode existe dans la classe entreprise qui hérite de cette classe client, je ne peux pas accéder à ces attributs-là. Pour que je puisse accéder à ces attributs dans les classes dérivées de la classe CLS client, pour que je puisse accéder à ces attributs-là, il faut que je les déclare protected. D'accord? Protected veut dire quoi? Veut dire que cet attribut, je peux l'utiliser au niveau, par les méthodes de la classe, là où il est, comme je peux l'utiliser au niveau de la classe fille qui hérite de cette classe-là. Je vais y aller. Je vais changer tout ça. 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 Celle-là, elle est statique, je la laisse privée. Je la remplirai au niveau de l'instance. Celle-là, je la mets protected. Et on verra sur les décisions qu'on vient de prendre. Après, ces attributs-là, je vais leur créer des accesseurs. Pour créer un accesseur, la façon la plus facile, je fais touche droite sur l'identifiant, action rapide et refactorisation. Je vais encapsuler ici, regardez, encapsuler comme ça, ou là encapsuler l'ID, mais utiliser toujours le champ. Je prends celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait protected aussi. Ouais. Lorsque l'attribut était, tout à l'heure était quoi? Était protected. Lorsque j'ai créé un accesseur, l'accesseur, on avait dit que c'est l'outil pour pouvoir accéder soit en écriture, ça veut dire que je remplis la donnée, soit en lecture, ça veut dire je lis la donnée qui est dans l'attribut. Et lorsque je lui ai demandé de me créer un accesseur sur l'ID, pour pouvoir écrire dessus et pouvoir le lire, qu'est-ce qu'il a fait lui? Parce que Visual Studio, il est en train de m'aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'ID en tant que privé, mais il a créé un accesseur qui est protégé. Ce qui me donne le même résultat. Lequel? C'est que maintenant, si je veux utiliser l'ID à l'intérieur de la classe, je peux y accéder directement. Si je veux utiliser l'ID à l'extérieur de la classe, mais dans les classes dérivées, dans la classe entreprise ou dans la classe employé, il faut obligatoirement que j'utilise l'accesseur protégé qu'il vient de me créer. Ça va? Je vais faire la même chose ici. Regardez. Action.
il l'a rendu privé. La même chose ici. La même chose là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je sais que je vais créer des accesseurs qui seront protégés, autant créer les attributs privés et créer les accesseurs. Celle-là, elle est statique, regardez. Qu'est-ce qu'il a fait? La création, mais il l'a mis privé. Mais qu'est-ce qu'il a mis en statique? C'est, on avait dit que l'accesseur, c'est comme si vous fermez la porte et vous ouvrez la fenêtre. Ça veut dire qu'il a complètement protégé en termes de visibilité. Il a rendu tous les attributs qui étaient protégés comme attributs publics. Et qui c'est qui devient protégé? C'est les accesseurs qui ont le rôle d'écriture ou de lecture à partir de l'attribut qu'on vient de déclarer. Je fais touche droite ici et je fais action. Hop, il m'a remis ça privé. Maintenant, la seule façon d'accéder à mes données dans les classes filles, est-ce que je peux utiliser ces accesseurs-là, ces getters et ce setter, dans une classe autre qui n'hérite pas? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui devient protégé ici? C'est l'accesseur lui-même. Ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser à l'extérieur de la classe, sauf pour les classes dérivées. Ça marche? Je vais faire la chose suivante. Je vais créer un constructeur par défaut. Je vais créer un constructeur par défaut. Pour créer un constructeur par défaut, qu'est-ce qu'on avait dit? Il doit être de quel type? La classe, elle est quoi? Elle est abstraite. Il suffit public. Quoi? Public CLS client. D'accord? Ah? J'ouvre la parenthèse. J'ouvre une accolade et je la ferme. Ça c'est pour, j'ai fait une bêtise. Ça c'est pour la syntaxe de base. Est-ce que je fais un point virgule derrière? Non. Je tape, il dit rien. Mais moi, à la construction, à l'instanciation de la classe, je dois avoir la date et l'heure, la dernière date et heure dans laquelle j'ai instancié cet objet-là. C'est cette date-là, date dernière modification. Chaque fois que j'instancie cet objet-là, il doit me faire la date et l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Ceux-là, je ne vais pas les toucher. Je ne toucherai par exemple qu'à la date de la dernière modification. Je veux garder trace de la dernière date où il a été instancié. Qu'est-ce que je fais? Je dois affecter à la date de modification la date d'aujourd'hui. J'écris quoi? J'écris this, point, et je vais accéder par l'accesseur. Date, dernière, modification. Égal à quoi? Pour avoir la date d'aujourd'hui, c'est date time, point, no. Et j'ai terminé. Ça veut dire que chaque fois que j'instancie un objet, il aura ça. De toute façon, je n'aurai pas
la main pour la modifier. Et on va voir, est-ce qu'elle va rester... Pourquoi elle est publique, celle-là? Ah, parce qu'elle est statique. Celle-là, on va voir, est-ce qu'on va la garder protégée ou on va la garder privée. Ne se casse pas les pieds. Bien. Maintenant, je vais créer un constructeur d'initialisation. Pour créer un constructeur d'initialisation, qu'est-ce que je fais? Je crée un accès public. Public quoi? CLS client, le nom de ma classe. Hein? J'ouvre les parenthèses et je lui donne les paramètres. Quels sont les paramètres? J'ai l'ID. Plutôt, je vais faire string ID, point virgule, string nom. Bon, j'ai choisi de donner le nom des paramètres comme le nom des attributs, mais je ne suis pas obligé. Virgule, qu'est-ce qui reste? String, merde. String, je mets un point virgule ici, j'ai fait des bêtises. String adresse, string, qu'est-ce qui reste? Email, string téléphone et string email. Et je ferme la parenthèse et je rentre dedans. Je fais une adola Julou et je la ferme. Et qu'est-ce que je fais? Je fais this, et cette fois je construis toujours avec les accesseurs. Point ID, celui-là, est égal à ID, le petit. This, point nom, et cette fois je choisis l'accesseur qui avec un N majuscule est égal à nom, en virgule. Ce nom-là, c'est celui-là qui est en paramètre. Après, this, point adresse avec un majuscule est égal à adresse, le paramètre qui est là. Après, je vais lui dire this, point téléphone est égal à quoi? À téléphone. Je fais point virgule. Qu'est-ce qui reste? This, point. Non, j'ai fait téléphone avec T majuscule. C'est ça l'accesseur. This, point email est égal à ma variable email. Ça marche? Les points virgule. Alors, les deux dates. Je suis en train d'instancier mon objet. Le constructeur, il sert à instancier mon objet. Je n'ai mis ni la date de création, ni la date de modification. La date de modification de la dernière modification, je vais la mettre ici. Et la date de création, j'en fais quoi? Ça veut dire que lorsque je vais instancier mon objet, je lui donnerai la date d'aujourd'hui. Je devrais l'alimenter avec la date de création, la fonction ajoutée. Juste avant de l'ajouter dans la liste, je vais lui attribuer au moment de l'instance. Au moment de l'instance, j'y touche pas. Vous me suivez? Au moment de l'instance, je n'y touche même pas.
Quand est-ce que je vais la remplir avec la date? C'est lorsque je vais l'ajouter. Dans la modification, j'y touche plus. La suppression, j'ai supprimé tout l'objet. Clair? Bien. Maintenant, j'ai créé ma petite classe avec les attributs, les getters et les setters. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre classe fille de cette classe-là. Comment je peux créer une classe fille? Je sors de la classe. Il faut savoir que dans le même module, vous pouvez créer autant de classes. Vous n'êtes pas obligé de créer un fichier par classe. Et ça s'ouvre là. Et ma classe, elle finit là. Je vais faire un petit séparateur. Et je rentre dedans. D'accord? D'abord, maintenant, je vais créer une classe employé qui hérite de la classe client, CLS client. Je vais la déclarer publique parce que c'est là la vraie classe métier. Public classe employé. D'accord? Et pour lui dire qu'il hérite de la classe abstraite qui est la classe client, je mets 2 points CLS client. Et j'ouvre la collade. J'ai fait une bêtise. J'ouvre la collade et je la ferme. C'est ça ma classe employé qui hérite de ma classe client. Après, on va revenir là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec les méthodes d'ajout, de modification, de suppression, et ainsi de suite. Avec tout ce qui est surcharge, redéfinition et tout. Bien. Cette classe-là, je vais lui donner des attributs. Privé, public ou protégé. Je vais les mettre privé et donner l'accès avec les accesseurs. On continue. Alors, je vais lui donner des attributs privés. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit ici dans le code, dans l'exercice? Nom de l'homme, ça c'est le client particulier, c'est quoi? Bah, il n'y a rien. On va lui rajouter des choses. J'ai le prénom. Private string prénom. Private date time, la date de naissance. Date time. Date, qu'est-ce que j'écris? Date naissance. Je fais un petit n ici. Naissance. Et je voudrais par exemple le genre private char, puisque je vais mettre F ou féminin ou masculin, F ou M, char, genre ou sexe, ce que je veux. J'ai créé 3 attributs. J'ai créé une classe fille avec 3 attributs, d'accord, qui sont privés, et la classe employé, il hérite de la classe CLS client. Ça veut dire qu'il hérite tous les attributs de cette classe-là, qui était privée, et dont les accesseurs est maintenant protected. Je peux ne pas créer d'accesseurs carrément sur la classe mère, ni créer de constructeur. Je peux le faire. Je vais le laisser ma structure telle qu'elle est. Lorsque je vais créer
mon constructeur de la classe employé. Alors, on reprend. On va changer le nom de cette classe-là. On va l'appeler par exemple CLS employé. Et elle a trois attributs. Maintenant, ce CLS employé, il hérite de CLS client. Je dois prendre en considération cet héritage dans les constructeurs. Je vais créer un constructeur et je vais lui dire que les constructeurs que je vais faire, que je vais construire au niveau de la classe CLS employé, qui est une classe dérivée de la classe CLS client, les constructeurs, ils doivent hériter aussi des constructeurs de la classe CLS client. Alors pour le faire, pour créer le constructeur par défaut, je fais CLS employé, c'est ça? Qu'est-ce que j'écris pour créer un constructeur? Comment j'ai fait pour créer le constructeur par défaut? Je fais public CLS client, d'accord? Et ici je fais public CLS employé, j'ouvre la parenthèse, pour lui dire qu'il hérite du constructeur de la classe client. Qu'est-ce que je fais? Je fais deux points et je fais base. Et je fais une accolade, je la ferme, je l'ouvre et je la ferme. Je n'ai rien à intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais instancier ma classe employé, lorsque je vais créer un employé, il va faire cette opération-là. Il va faire la petite instruction que j'ai mis ici. Maintenant, si je veux faire un constructeur renseigné, mais qui hérite du constructeur de la classe CLS client, regardez ce que je vais faire. Je vais tricher. Je prends ce constructeur-là, tel qu'il est. Regardez. Là, je vais faire un petit espace ici, et je me mets. Je fais CLS employé, qui va contenir les attributs qui étaient dans le constructeur, les paramètres qui étaient dans le constructeur du constructeur de la classe mère, d'accord? Tous les attributs, et je vais rajouter ces trois attributs-là. Je vais rajouter ici, virgule, prénom, plutôt string prénom, et puis date NES par exemple, je fais ce que je veux ici, et puis virgule, un char, je laisse genre par exemple, genre. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire deux points, base, et cette fois, non, je ne mets pas les nouveaux, je ne mets pas ça. Non, je prends ça, les nouveaux attributs, je crois que je les mets au niveau de la base. Base, je prends le prénom, tout ce qui reste ici, voilà, et je fais comme ça. Qu'est-ce que... J'ai mis des bêtises. Virgule, et je mets ça. Tout point, base. Qu'est-ce qui manque? Hein? Ah, j'enlève ça, et j'enlève ça. Non? Je reprends tous les attributs on avait dit.
En continu, je reprends tous les attributs du Père et du Fils ici, pour les alimenter. Après, dans base, je ne prends pas ceux du Fils, je prends ceux du Père. Il s'arrête où le Père? Il s'arrête à l'email, c'est ça? Alors, je prends de là à là, et je lui donne ici, mais cette fois sans les types, pour qu'il prenne les valeurs. J'enlève ça, ça, j'enlève ça, et j'enlève ça. Logiquement, ça doit marcher. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un constructeur qui hérite, un constructeur de CLS employé qui hérite du constructeur de CLS client. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les mêmes paramètres de remplissage qui est l'ID, le nom, l'adresse, le téléphone et l'email. Ça, c'est pour le CLS client. Et le prénom, la date de naissance et le genre, je les ai rajoutés à ça. Je les ai rajoutés aux paramètres de CLS client et qui concernent ce constructeur-là. Et je lui dis, tu hérites l'ID, le nom, l'adresse et le téléphone de la classe CLS client qui est la classe mère. Et après, je garde celui-là et je le laisse tranquille. Finalement, je ne rajoute que, je ne traite que ces attributs-là. Ça veut dire que je vais lui dire this point prénom. This point prénom reçoit prénom qui est le paramètre prénom. Et puis this point quoi, date naissance. On avait dit le paramètre c'était date naissance, c'est ça? C'était date naissance, comme ça, point virgule, et this point genre reçoit genre, qui est le paramètre ici du constructeur. On va tester ça. Je prends n'importe quel formulaire sur FormLoad et je vais instancier cette fois. Je ne vais pas instancier la classe client, mais je vais instancier la classe employé. Et je vais voir est-ce que mon constructeur, je vais mettre ici juste pour tester. Je prends un label par exemple ici qui s'appelle label 1 et je vais aller sur le FormLoad et je vais instancier CLS employé. Regardez, je suis en train d'instancier quoi? Le fils, la classe dérivée. E est égal à new employé, à new CLS employé, j'ouvre et je ferme. Ça marche? Regardez une chose. Est-ce que je peux... Il est là, CLS client. Regardez que ici, j'ai instancié une date de naissance, une date dernière modification. Date de dernière, pour texte, date de dernière modification. Elle est privée. Est-ce que je peux la voir? Je ne peux pas la voir. Qu'est-ce qu'il est? Point date. Je ne peux pas, elle est protégée. Hein? Regardez, si je vais là, et je vais ici, date, c'est date création, c'est ça? Date dernière modification, celle-là. Je vais la mettre publique, rien que pour tester. Ça marche? Est-ce que je peux la voir? Je fais point date dernière modification.
virgule, et je la mets dans label 1.text est égal à ça, point to string, et je vais voir est-ce qu'elle va marcher. Si mon instance, si mon héritage marche bien, ça veut dire que je vais retrouver l'effet que a fait mon constructeur par défaut et le fait qu'il a affecté la date système à la date de la dernière modification. Moi, je suis juste en train de tester est-ce que ce que je fais marche. Alors, je vais aller, comment il s'appelle celui-là, forme 1. Je vais aller ici dans le programme, juste pour lui dire, tu démarres avec forme, comment il s'appelle, forme 1, c'est ça? Juste pour tester, et je vais exécuter. Logiquement, si tout va bien, il va m'afficher la date d'aujourd'hui. Là, il me dit quoi? J'ai un point virgule qui manque quelque part. Point virgule ici. La variable var, ça c'est du n'importe quoi. Et j'ai besoin d'une accolade qui manque ici. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire. J'y vais. Allez, j'espère que ça va marcher. Il va. Ça marche. Qu'est-ce que j'ai instancié? Qu'est-ce que j'ai instancié? Est-ce que j'ai instancié la classe client? L'objet client? Non. Qu'est-ce que j'ai instancié? L'employé. Comme l'employé, son constructeur par défaut, il hérite du constructeur par défaut de la classe client, il a pu injecter cette date-là, d'accord, dans mon attribut. Je l'ai mis public tout à l'heure, puisque j'en aurais besoin. Clair? Alors j'ai pu, en instanciant, regardez, en instanciant un objet employé, un objet CLS employé, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé sur le CLS employé, sur celui-là, il a trouvé le 2 points base, il a vu qu'il hérite, il est allé effectuer le travail que fait celui-là d'affectation de date, de dernière modification, il a mis la date d'aujourd'hui. Et j'ai pu le récupérer. Ça marche? Regardez, qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure? Public. J'ai mis l'attribut de la classe CLS client. Ça veut dire que j'ai accédé. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que tout ce que vous voyez ici comme attribut, il a été hérité par la classe CLS employé et j'ai pu y accéder par un objet que j'ai instancié à partir de quoi? À partir de CLS employé. Vous voyez l'intérêt? Ça va être la même chose pour l'entreprise. Ça veut dire que moi, j'ai créé ma classe client, j'ai hérité de cette classe-là et j'ai créé un objet dérivé, une classe dérivée qui s'appelle CLS employé, qui hérite de cette classe-là et je les ai mis, ça veut dire qu'il hérite de tous les attributs. Et lorsque j'ai instancié l'objet, j'ai instancié un objet CLS employé. Ça n'a rien à voir avec le client pour moi. Mais là, cette visibilité du fait que j'ai mis celui-là public, c'est juste finalement. Voilà, celui-là public juste pour voir est-ce qu'il l'a bien rempli, oui ou non, et j'ai pu l'afficher. Je reviens sur mon protexte. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une classe CLS client, CLS employé, qui contient 3 nouveaux attributs en plus des attributs de la classe mère. Dans cette classe dérivée, j'ai créé un constructeur par défaut et je lui ai dit tu hérites de la classe mère qui est la classe
CLS client, ça veut dire qu'il va appliquer tout ce qui se passe dans le constructeur, dites-moi, de la classe CLS client, et je pouvais mettre autre chose ici. Et il va le faire. Pour le constructeur d'initialisation, c'est un peu plus costaud. Je mets le constructeur de la dérivée, de la classe dérivée, je remets tous les attributs de la classe mère et les attributs de la classe fille. Celle que je veux initialiser. Ça marche? Deux points base, et qu'est-ce que je fais ici? Je reprends base. Qu'est-ce que je lui ai dit? Voilà les attributs, voilà les paramètres de mon constructeur dérivé, de la classe dérivée. Il y a tout. Mais ces attributs-là de ID, nom, adresse, téléphone et email, tu les hérites. Ça veut dire que tu effectues le traitement de ces attributs-là. Tu effectues le traitement que tu fais dans la classe mère. Ça veut dire, lorsque je dis deux points base de ça, Anna, je vais lui donner les valeurs, mais le traitement ici, moi je ne remplis que trois attributs. Qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à cette base-là que je lui ai dit d'hériter, il va aller sur le constructeur de la classe, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. De la classe CLS client, il va faire ça. Il va faire ce traitement. Puis, il va aller revenir ici. Et il remplit le reste des attributs de la classe fille, qui est la classe CLS employé. C'est clair? Alors, commencez par construire ces deux constructeurs avec les attributs, et on continue. Allez-y.